Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de questions publiques, réfléchir autour de questions qui gangrènent la République démocratique du Congo. Tel est le leitmotiv de cette émission. Dans cette émission, nous réfléchissons au Congo. Qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui, demain et après-demain, pour que même si nous sommes absents, que nos enfants trouvent un pays où il fera plus beau qu'avant pour vivre. C'est pour ça qu'on dit un grand merci de la sympathique attention que vous nous accordez. Vous nous suivez à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sur CCTV, nos partenaires de prédilection, à Brazzaville et aux environs. Et vous nous suivez via Internet sur petertiani.rdc.tv. Donc si vous voulez avoir cette émission, tapez sur YouTube Peter Tiani RDC en un mot, .tv. Vous avez cette émission avec toujours un public des intellectuels. Ils sont étudiants, ils sont chercheurs, ils sont assistants, ils sont venus réfléchir pour l'avenir du Congo. À qui je dis bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien? Mal. Bien. On a faim ou ça va bien? Mal. Ah, si ça va, applaudissez pour vous-même. Voilà, je comprends avec la crise économique. Une nouvelle émission, un nouvel invité. Vous avez eu peut-être le temps de le suivre. Il a l'expression facile. Il est le porte-parole d'un parti important, République démocratique du Congo, de l'opposition. Monsieur Jean-Jacques Mamba, porte-parole du MLC, Mouvement de Libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba. Sous vos applaudissements. Installez-vous. Monsieur Jean-Jacques Mamba, rebonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je me porte bien. Mieux. Bien. Porte-parole du Mouvement de Libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba. Il a été reconnu coupable, condamné dans les tout prochains jours. Que devient le parti si Bemba est copé de 30 ans, 50 ans ou à perpétuité? Nous n'en sommes pas encore là, mais il faut reconnaître, il faut savoir que le parti c'est une institution. Le parti a des structures et le parti a vocation de traverser les âges. Ça veut dire que après nous, peut-être que 50 ans après, le parti va continuer à exister. Et donc dès lors que nous rencontrons notre idéal de combat et que nous continuons à batailler pour le réaliser, il n'y a pas de souci, nous soutenons notre président national. Et je vais éviter tous les commentaires par rapport à ce que vous venez d'évoquer, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas reçu un jugement écrit le condamnant. Et voilà. Le fait qu'il ait été reconnu coupable déjà, il est disqualifié même pour les élections, candidat président, il faut oublier. Vous savez, nous sommes en procédure d'appel. Jusqu'à preuve du contraire, il jouit de la présomption d'innocence parce que l'appel est suspensif du verdict que vous avez entendu. Donc jusqu'à preuve du contraire, nous attendons. Et cette disqualification ne pourrait être effective que si et seulement si nous avons le jugement final. Nous n'en sommes pas encore là. Donc laissez-nous croire que les choses vont se dérouler de la meilleure manière. Ça vous fait comment d'être porte-parole d'un parti qui a l'ancrage national, de la trempe du MLC? Ce que ça me fait personnellement, non, je pense qu'il y a des efforts que nous fournissons, moi en tant qu'individu, les militants, les structures du parti, pour continuer à faire passer un message. C'est une responsabilité qui est la mienne, non seulement de continuer à suivre la ligne du parti, parce que finalement, je ne suis que transmetteur, je ne suis qu'un vecteur au fait de l'idéologie et de la volonté du parti à un moment X. Exactement, un porte-parole. Et c'est une responsabilité que de transmettre fidèlement ce qui m'est demandé de faire. On vous prend où, vous qui parlez bien comme ça? Avant vous, il y avait Germain. Où est-ce que vous sortez d'où en fait? Nous avons un pays formidable. Je crois qu'il y a des étudiants ici, il y en a autant qui peuvent être éloquents. Où est-ce que le MLC va vous chercher? C'est nous qui cherchons le MLC. C'est-à-dire que nous cherchons, moi. Vous venez d'où? Ça fait 10 ans que je suis au MLC, donc j'ai intégré le parti. Vous ne connaissez pas avant, Mais vous savez, nous sommes une institution, c'est des fourmis. Je veux dire que, comme disait un certain musicien, Nzetambi, là, à chaque fois que les gens partent, il y a de nouvelles gens qui arrivent. Après, nous, il y aura encore des gens. Donc je n'ai pas la prétention de penser que je suis meilleur ou moins bon que ceux qui sont passés avant moi.
Mais voilà, c'est comme ça. Après moi, il y aura d'autres personnes. Je ne vais pas Vous allez occuper cette partir fonction. comme ceux qui sont partis avant vous, Nous comme allons- celui nous qui était allons- avant vous, Nous allons qui évoluer est dans le maintenant parti. devenu le chantre de Kabila. Vous aussi, Nous allons évoluer dans le parti. Donc je n'étais pas porte-parole, aujourd'hui je le suis. Peut-être que demain je vais demain, évoluer dans ministre le au parti. gouvernement et vous, Non, je parle de l'évolution dans le parti. vous Le tournez les gouvernement, dos à Jean-Pierre Bemba. non, le gouvernement, il faut y aller dignement. Il faut y aller dans le cadre d'un combat politique, dans le cadre d'un suffrage universel. Les S'il y a gens qui étaient avant suffrage, vous ont avant dit la une même chose, majorité, mais ils sont partis. Hein. dans le cadre de la ligne du parti, c'est possible. Il y a des possibilités qui vont s'offrir à nous parce que nous sommes quand même un parti, la deuxième force politique de l'opposition. Je pense qu'avec un peu de patience et beaucoup de travail, nous arriverons à notre objectif final qui est de gérer pour améliorer le bien-être des Congolais. Vous n'allez pas décevoir Maintenant, Jean-Pierre Bemba, Il comme faut ceux-là pas- qui ont traversé de l'autre côté. Hein. Je ne parlerai pas de moi, heureusement qu'on n'est pas là pour parler de moi. En ce que je, Bah, à c'est ce que question je sache, publique. Hein. j'ai fait 10 ans au parti et je pense avoir encore plusieurs années à faire. Et donc, en ce qui me concerne, je suis là. Quand vous regardez Germain comme il était là avant vous, aujourd'hui c'est le kabiliste 100%, vous avez Thomas Louaka, vous avez François Mwamba, Mais vous les avez, gens, vous avez beaucoup de gens qui étaient avant vous, c'est hein, un peu, que j'ai reçus comme ça, qui ont aussi parlé, mais aujourd'hui on se pose la question sur le jour et la nuit. Bah, Peut-être demain effectivement, aussi ce sera la même chose pour vous. c'est un peu triste de voir des jeunes brillants comme Germain Kambinga qui disait il y a quelques années que rien n'était fait dans ce pays, que M. Kabila ne méritait pas d'être président. Aujourd'hui, dit que M. Kabila est visionnaire, mais c'est un peu triste, hein. C'est aussi ça la politique et je crois qu'on en parlera parce que nous avons plusieurs. On dit que l'opposition est plurielle, mais nous en avons trois. Donc nous avons une opposition systématique, une opposition situationnelle et une opposition factuelle. Maintenant, ceux qui se retrouvent dans Opposition l'opposition systématique, situationnelle et factuelle. factuelle, Systématique, c'est que Au fait, dans l'opposition systématique, vous avez des gens qui s'opposent à un système, c'est-à-dire qui perdent une élection, qui se retrouvent dans l'opposition, qui ne sont pas d'accord avec le mode de gestion d'une majorité qui gère et qu'à un certain moment, ces personnes se disent, bon voilà, nous allons batailler pour aussi proposer une alternative crédible. Ça s'inscrit dans la durée, c'est quand même assez long et le MLC est inscrit dans une opposition systémique. Maintenant, une opposition factuelle, c'est un peu comme le G7, c'est-à-dire qu'il y a un fait, des gens sont dans la majorité pendant 10 ans, et ils constatent que le président de la République veut modifier la Constitution parce qu'il ne veut pas partir. Ils deviennent automatiquement opposants, mais pas sur l'ensemble du système, sur l'ensemble de la gestion, mais sur une question, sur un fait. Quel est le fait? C'est la lettre que le G7 a écrite au président de la République pour dire qu'on aimerait qu'on respecte la Constitution. Pourquoi? Parce que le G7 avait son candidat et voulait bien que M. Katumbi devienne candidat et président de la République. Donc si M. Katumbi n'avait pas quitté la majorité, il serait le dauphin de M. Kabila. Ces personnes ne seraient pas dans l'opposition. Donc c'est une opposition factuelle qui est liée à un fait bien précis. Par contre, rappelez-vous bien que en 2011, lorsque nous sommes passés de 2 tours à 1 tour, vous saviez qui était le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, c'était, il me semble bien, M. Mwando. Et donc déjà prendre une telle décision ou cautionner une telle décision, c'est présager les dysfonctionnements que nous vivons aujourd'hui. Donc, ça, c'est une opposition factuelle. Pour moi, je considère que c'est par rapport aux faits de la Constitution qu'ils sont devenus opposants, mais sinon, ils étaient d'accord sur l'ensemble du système. Pendant 10 ans, tout ce qui se passait, la même gestion, ils ont été d'accord. Alors que nous, dans l'opposition systémique, nous avons été contre le système depuis 2006 et nous sommes encore dans l'opposition jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, M. Kabila a respecté la Constitution en 2011 parce que nous avons eu les élections après 5 ans. Donc, nous avons continué à être opposants. Et l'opposition situationnelle, c'est au fait une opposition de situation. Ça regroupe des personnes qui vendent des motions. Nous savons ce qui se passe dans ce pays. Ça regroupe aussi des personnes qui, à un certain moment, sont dans la majorité, sont dans l'opposition et demain peuvent facilement, sans vergogne aucune, se retrouver en train de dire que M. Kabila est visionnaire. Donc ça, vous avez déjà vu, vous avez épilogué par plusieurs exemples ici. C'est-à-dire c'est une opposition de situation. Et vous allez voir que des gens acceptent même de se renier, c'est-à-dire de dire des choses à un certain moment et dire tout à fait le contraire, simplement parce qu'ils se retrouvent en situation où il aimerait bien être à la place des gens qui gèrent, mais il est dans l'opposition. On trouve qui dedans? Je ne cite pas des noms, je crois que chacun se reconnaîtra. Vous avez cité Mwando Simba ici. Non, j'ai cité Mwando Simba en tant qu'autorité. Les autres, non, pour l'opposition factuelle. Attendez. Citez-nous aussi. Mwando Simba était président de l'Assemblée nationale et il est l'un des auteurs d'une décision gravissime qui a constitué le fait du glissement aujourd'hui parce que nous n'avions pas eu des élections des sénateurs. Et l'opposition situationnelle. Non, ça c'est un groupe. Dans l'opposition situationnelle. Aidez les jeunes à comprendre le message. Regardez, lorsque vous voyez un député, lorsque vous voyez un opposant qui, à l'année X, vous dit qu'il est contre un système ou qu'il est contre une personne, contre une manière de gérer. Et à l'année X+1, il vient vous dire que c'est le meilleur système de gestion. C'est un opposant de situation. Il s'agit de qui, par exemple? Je ne sais à titre pas, exemplatif. Non, par aidez-nous respect, par l'exemple. Par respect. Par respect, vous avez cité Mwando Simba. Vous connaissez tous les jeunes, tous les opposants qui ont tourné Kazakh.
Vous connaissez toutes les personnes qui critiquaient M. Kabila, M. Matata, qui aujourd'hui sont dans la majorité. Au mamelles du pouvoir. Donc, j'aimerais que vous citiez vous-même les noms, parce que nous avons plusieurs exemples. En tout cas, moi, je n'ai pas cité Mondo Simba. C'est vous qui avez cité Mondo Simba. Oui, à raison, parce que c'est une décision gravissime qui va entrer dans les annales de l'histoire. Mais est-ce que c'est pas aussi gravissime de pouvoir dire une chose de son contraire? Vous m'aviez cité des noms ici, j'ai oublié les noms. Vous m'aviez parlé d'un nom là, d'une personne qui aujourd'hui... Rappelez-vous, vous avez quand même la mémoire. Non, j'ai oublié le nom, j'ai oublié. On comprend que vous êtes assez embarrassé de citer vos Non, amis. c'est pas respect, c'est un peu Vous avez du respect pour eux. J'ai du respect pour ces personnes. Pas pour le Mondo Simba et autres dans l'opposition. Je le respecte aussi. Eux, ils sont dans l'opposition factuelle. Alors, la meilleure de toutes ces oppositions, c'est l'opposition systémique, celle du MLC, celle de l'UDP. Je vais vous donner un exemple. M. Tshisekedi, quand il a quitté M. Mobutu, c'est pas parce qu'il voulait devenir candidat. Il a quitté M. Mobutu parce qu'à un certain moment, il a considéré que le Mobutisme était une dérive. Et il a commencé à combattre Mobutu, pas parce qu'il voulait être candidat à la présidence de la République, mais parce qu'il commentait des antivaleurs. Mais si le combat du G7, c'est parce que M. Katoum veut devenir président. Mais sinon, vous prenez la gestion du Katanga, vous prenez les 10 ans avec M. Kamita, qui était au ministère du Plan, un vaillant, un homme que je respecte parce qu'il est intellectuel, il est très très intelligent, qui aujourd'hui devient porte-parole de M. Moïse Katumbi. Moi, je peux me poser des questions. Donc, ce que je dis, c'est que c'est une situation de fait. Là, il n'y a pas de respect de constitution, nous devenons opposants parce que nous voulons le pouvoir, mais ce n'est pas une opposition systémique parce que vous êtes dans le système, vous avez fait 10 ans dans le système et vous n'avez pas fait des lettres par exemple pour dire « M. Kabila, voilà les fonctionnaires sont mal payés, M. Kabila, voilà les policiers gagnent moins de 100 $. Vous pensez quoi? Vous envoyez des courriers simplement parce qu'il y a le fait de la constitution et donc moi je pense que c'est une opposition factuelle. De la candidature de Moïse Katumbi? Je pense qu'il est congolais, il est libre comme tous ceux qui sont là, comme vous-même ou peut-être moi à postuler. Maintenant il appartiendra à ceux qui vont tailler les profils, c'est-à-dire l'organisation de l'opposition, pour voir dans quelle mesure on peut avoir un profil intéressant. Mais en ce qui Parce que vous n'avez pas déjà des candidats. Jean-Pierre Bemba est déjà déclassé. En ce qui me concerne personnellement, j'aimerais que nous suivions le modèle du Sénégal, parce que j'estime que nous avons eu pendant 3 décennies des autodidactes et nous voyons les résultats. Donc j'aimerais bien qu'on puisse un peu voir dans quelle mesure on peut revoir les critères d'accession à ce type de fonction, de sorte que nous apportions beaucoup de qualité et de surcroît le MLC vous soutiendrez qui? Parce que Jean-Pierre Bemba n'est pas là. Je suis porte-parole du MLC, la question n'a pas encore été traitée, je vais vous dire pourquoi. Pour la bonne et simple raison que, jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes même pas sûrs qu'à bonne date, c'est-à-dire en décembre 2016, en novembre 2016, nous aurons ces élections. Donc je pense que le plus grand combat... avec le pouvoir qu'il n'y a pas élection? Le plus grand combat... Non, nous bataillons pour qu'il y ait élection. Le plus grand combat que nous devons d'abord, le plus grand obstacle, c'est de faire fléchir la majorité sur sa responsabilité à organiser les élections dans les délais. Dès que nous aurons franchi ce cap et que nous aurons une date pour le dépôt des candidatures, je pense que l'opposition s'organisera pour présenter un candidat. Mais sachez aussi que comme en France ou comme dans certains pays, je prends par exemple en France le Parti républicain, il y a 16 ou 17 candidats pour les primaires. L'idéal, c'est d'avoir un candidat unique, mais ce n'est pas, ce n'est pas un objectif, ce n'est pas une fatalité, parce que bon, finalement, qu'est-ce que va nous présenter la majorité comme candidat? On risque d'avoir une bataille dans l'opposition. Ça veut dire que la majorité aujourd'hui n'a pas de bilan à défendre, et donc je vois très mal un gars de la majorité passer et gagner les élections. Est-ce que ça, c'est pas de la politique de l'autruche? Vous ne voulez pas voir devant le MLC, puisque vous n'avez pas de candidat, le vôtre il est déjà à la CPI, et maintenant vous ne pouvez pas soutenir un candidat potentiellement gagnant. Mais est-ce que nous sommes à l'heure des candidats ou nous sommes à l'heure... Qu'est-ce que vous pensez? Hier, M. Kabila... Ma question est la suivante. Voilà. Le G7, c'est Katumbi. L'alternance pour la République, où vous êtes de la dynamique. Hein? Le MLC de la dynamique, mais aussi une bonne dose de ceux de la dynamique maintenant dans l'alternance pour la République, hein, qui soutiennent Katumbi. Alors, vous en pensez quoi? Est-ce que la démarche elle est bonne ou elle est mauvaise? Non, nous sommes dans un pays démocratique et moi je respecte leur démarche. Ce que nous disons au MLC, c'est que il faut hiérarchiser les priorités. Quelle est la priorité actuellement? Nous sommes en face d'un gouvernement qui a organisé le chaos pour qu'il n'y ait pas d'élection et que nous soyons devant une situation de fait par la désinterprétation de l'article 70 pour permettre à M. Kabila de rester en place jusqu'à l'organisation des élections, ce que la Constitution ne permet pas. Donc, dès lors que vous avez en face de vous des manipulations du genre dialogue, vous avez en face de vous des personnes qui vont voir la Cour constitutionnelle tout en oubliant que la même Cour avait nommé des commissaires spéciaux, donc elle risque de nommer un président spécial intérimaire, on se dit,
la volonté est beaucoup plus déterminée dans le chef de la majorité de rester au pouvoir en violation de la Constitution. Et ça nous préoccupe. Je ne vois pas comment on va entrer dans une guerre de leadership et de candidature dès lors que cette question-là n'est pas vidée et nous avons du chemin à faire par rapport à cela. Donc cette démarche-là, vous la désapprouvez? Nous ne la désapprouvons pas, nous l'observons, mais nous disons que nous, au MLC, nous sommes quand même un parti. M. Katumbi n'a pas de député, M. Katumbi n'a pas de parti politique, M. Katumbi n'a pas présenté de projet de société. Nous avons un projet de société, nous avons de la représentativité au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. Nous avons de l'avenir en tant que parti politique et donc nous faisons les choses selon notre ligne. Et notre ligne, c'est de dire... Nous ne pouvons pas soutenir quelqu'un qui vient... Nous avons commencé à dire, et cela fait 10 ans que ce pays était mal géré. Nous n'avions pas attendu les élections ou le fait d'avoir un candidat, de ne pas d'avoir un candidat pour le dire. Donc nous continuons sur cette ligne et cette ligne nous permet de constater que le pouvoir cristallise la violation des textes. Donc si nous n'avons pas vidé cette question, je ne vois pas comment nous pouvons nous tirailler sur une question de candidature. Mais en ce qui me concerne, comme nous sommes une génération sacrifiée, moi je le dis pour mes enfants, j'aimerais que le président de la République ait une certaine hauteur intellectuelle, de telle sorte que nous soyons à l'abri des insuffisances qui ont caractérisé les 30 dernières années. Il a cette hauteur intellectuelle ou pas? Bon, je pense que quand il présentera son CV, on le saura. Hein. Je sais pas pour l'instant, selon les informations, votre possession. Oh, ça, je vous dis que je ne me suis pas trop intéressé à la question, mais je ne pense pas qu'il est en mesure aujourd'hui de prouver qu'il a, à part son cursus professionnel, qu'il est en mesure de prouver qu'il a les outils intellectuels nécessaires pour faire face dans un débat contradictoire, par exemple avec M. Matungulu, ou avec M. Bemba, ou encore avec M. Kamita qui le soutient. Donc aujourd'hui, s'ils entrent dans un débat avec M. Kamita, tout son porte-parole, qui a été 2 fois au ministère du Plan, président de l'Assemblée nationale, donc il est vraiment outillé intellectuellement, je ne pense pas qu'ils peuvent tenir une discussion. Mais maintenant, comme je le dis, il n'a pas encore présenté son CV, on l'appréciera au moment opportun, mais bon, je ne suis pas là pour parler de M. Moïse, je le respecte en tant que tel. C'est l'actualité, d'ailleurs il fait l'objet de l'acharnement selon tous ceux qui soutiennent Moïse Katumbi par rapport à tout ce qui se passe. Le ministre de la Justice a instruit le PGR d'ouvrir une enquête pour le recrutement de mercenaires et Katumbi a été visité par les forces de l'ordre. On veut l'arrêter selon les informations. Comment vous décryptez ce bras de fer entre Katumbi et régime? Bon, pour moi c'est des querelles de famille. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de questions sur lesquelles on peut enquêter dans ce pays. Il y a les Panama Papers, il y a le fait de la gestion des provinces. Il y a beaucoup de faits aujourd'hui qui peuvent être analysés par le procureur général de la République pour mettre, entre guillemets, en tôle, comme l'avait promis le chef de l'État, tous les mauvais gestionnaires. Donc ce qui se passe avec M. Moïse et sa famille politique, laissez-moi vous le dire, ça ne me concerne que très peu. Mais c'est l'actualité, hein? Oui, mais je veux dire, citoyen, ce sont des querelles familiales. Que vous pouvez peut-être soutenir. Ce sont des querelles familiales, comme disait M. Mende. Je le cite, un créateur ne peut pas avoir peur de sa créature, et donc je suppose que le créateur est en train de faire de la misère à sa créature. Donc ça, c'est leur problème, je ne vais pas commenter beaucoup. Et s'il a des démêlés avec la justice, eh bien, la lumière sera faite par rapport à ces questions-là. Il y aura peut-être l'apport du MLC en tant qu'opposant pour un candidat de l'opposition, président. Non, la question n'est pas d'actualité. Il est certain que ce pays a besoin de qualité, que ce pays a besoin des personnes qui vont aller de l'avant en termes de réflexion, en termes d'action, pour améliorer le quotidien des gens. Ça, c'est certain. Maintenant, il faut un profil, parce que nous avions vu, ça fait 30 ans que nous avons des autodidactes, et que ça pose problème par rapport à la symétrie qui existe entre notre potentiel, l'un des pays les plus riches d'Afrique, ce que nous pouvons faire et ce que nous faisons. Ce n'est pas une question simplement de diplôme, mais cette asymétrie-là doit nous faire réfléchir sur les nouveaux choix pour les prochaines générations. Nous devons choisir autrement, nous devons réfléchir autrement. Et moi, je pense que si on ne l'a pas fait pour nous, qui avons fini nos études dans des conditions difficiles, qui ne travaillons pas, qui avons des problèmes, faisons-le au moins pour nos enfants. Et c'est une responsabilité qui est la nôtre, et moi, je prends la mienne. Qu'est-ce qui reste de la dynamique aujourd'hui, après la création de l'Alternance pour la République? Écoutez, la dynamique n'a jamais été une plateforme électorale. La dynamique, oui, c'était une cohésion, une conjonction de forces pour faire respecter la Constitution. Et je pense qu'au niveau de l'AR, que je pense au niveau du G7 et même au niveau de la dynamique, au niveau du Front citoyen, cette problématique reste intacte et elle nous unit. Nous avons une cohésion par rapport à cette question-là. Donc, la question serait de savoir qu'est-ce qui reste de ce combat. Et moi, je vous dis que ce combat est tout à fait entier, même si on a une impression d'émiettement
par rapport une aux impression, une velléités. réalité qui la Non, mais dynamique ça, était non, miettée. ça, c'est hein. par rapport à des stratégies électorales, mais je pense que nous restons unis sur la question du troisième mandat de M. Kabila et la non-modification de la Constitution. Nous sommes sur cette question-là très Dernière question, avant d'avoir le public. Joseph Kabila était hier à la CENI, il y a quelques jours. Il a pris sa nouvelle carte. Il faut recenser le nouveau majeur. Et visiblement difficile d'organiser les élections dans le délai. Il faut un dialogue pour ça, pour lever des options. Que pensez-vous de cette problématique? Mais je pense que M. Kabila, aidé par 2011, par la non-organisation des élections des sénateurs et des gouverneurs, a traîné les choses en longueur à dessein. Le chef de l'État a initié son dialogue le 29 mai 2015. Entre le 29 mai 2015 et la date d'aujourd'hui, nous avons écoulé 12 mois pour qu'il se présente à la CENI. Cela veut dire quoi? C'est que pendant le dialogue, lorsqu'on parle de la question de l'enrôlement des nouveaux majeurs, c'est une question technique. Il n'y a pas des opposants qui diront on doit commencer par A et finir par B, et la majorité qui va dire on va commencer par B ou finir par A. Ça, c'est d'abord quelque chose qui est réel. Ça veut dire que c'est une question technique et aussi administrative, parce qu'il faut savoir que nous n'avons pas de document d'identité dans ce pays, et ce n'est pas l'OIF qui est venu pour nous expliquer comment on devait enrôler nos nouveaux majeurs. Ce n'est pas l'OIF qui est venu nous dire que vous saviez, en 2011, il y avait des enfants qui avaient 14-15 ans, et après 3 ans, ils auront 18 ans. Ce n'est pas une information de l'OIF, donc c'est de la responsabilité du gouvernement de le faire progressivement depuis 2011 en considérant que la carte d'électeur, c'est en même temps un document d'identité. Donc s'ils ne l'ont pas fait et que le président de la République lance des consultations en mai 2015 et qu'il se présente à la CENI une année après, je comprends que c'est fait à dessein parce que le chef de l'État ainsi que son équipe n'avaient pas trouvé autre parade que de ne pas organiser les élections dans les délais pour rester le plus longtemps au pouvoir. Vous n'allez pas rencontrer Kodjo, vous persistez signer pas de dialogue. Nous l'avons rencontré, nous sommes l'un des partis de la dynamique. J'ai oublié que vous l'avez rencontré en catimini. En catimini d'ailleurs. Ce n'est pas en catimini parce que nous sommes allés lui dire. Vous êtes allé à l'encontre de la décision de la dynamique. Voilà. Nous avions une démarche singulière qui consistait en le fait. C'était en catimini. Je continue. Je vous laisse le mot, la paternité du mot. Nous sommes allés lui expliquer, visu ou en face, les raisons pour lesquelles nous n'allions pas aller au dialogue. Nous n'avions pas voulu qu'il soit notre porte-parole au niveau de l'Union africaine, qu'il aille transmettre des desiderata selon son appréhension, selon sa réflexion. Raison pour laquelle nous avons fait la démarche d'aller le voir pour lui dire si vous ne changez pas les termes de référence, c'est-à-dire des termes qui ne reprennent pas le respect des délais constitutionnels, qui ne respectent pas le délai à la Constitution, nous n'allons pas participer à ce dialogue. Et il a transmis fidèlement notre position aux amis de la majorité et à l'Union africaine. Merci beaucoup. Alors, le premier tour de questions, on commence par qui? Il n'y a pas si longtemps, dans ces plateaux de télévision, nous avons reçu Madame F. Bazaïba, respectivement secrétaire générale IMLC, avec un discours soporifique prêt à nous faire dormir debout. Selon comme quoi, que la province du Sud-Ubangui était une province acquise à la cause du MLC, parce qu'elle comptait, le MLC comptait 14 députés provinciaux. C'est-à-dire, automatiquement, la candidature de José Makila était une candidature prête à nous faire rire, à rigoler. Mais dans la réalité, M. Jean Makila vous a gagné haut la main, 14 à 1, vous avez été bâti. Et puis cette assertion est confirmée par l'élection de M. Kimbuta, qui lui était, avec sa majorité, minoritaire à l'Assemblée provinciale, mais ils ont gagné les MLC, votre MLC, haut la main. Est-ce que le MLC n'est pas en train de dérouler le peuple congolais ou il joue avec son président qui est Jean-Pierre Bemba? D'accord, deuxième question. Vous avez suivi religieusement, vous avez évoqué la problématique de l'article 70 alinéa 2, mais moi j'aimerais savoir, votre position. Qu'est-ce que vous allez concrètement faire au cas où, parce que les députés de la majorité ont saisi la Cour, bientôt là on attend que cette saisine-là soit recevable et que la Cour puisse trancher. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce que le MLC, qu'est-ce que vous, de l'opposition, vous allez concrètement faire si la Cour jugeait d'abord premièrement recevable cette saisine et puis la Cour tranchait en faveur de la majorité présidentielle. Messieurs, un grand nombre de partis de la dynamique sont derrière Moïse Katumbi. Êtes-vous déjà au déclin de votre plateforme qui est la dynamique? D'accord. Premier tour de questions. Monsieur Jean-Jacques Mamba, à vous la parole.
Écoutez, merci pour ces questions et observations. La première concernant le Sud-Ubangi, avec un relais sur l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous savez, nous vivons un drame dans notre pays. Et d'ailleurs, nous sommes en phase de faire des propositions dans la future législature de sorte que les gouverneurs soient élus au suffrage universel. Pourquoi? Parce que nous avons des provinces qui ont la taille de pays. Par exemple, la Mongala, le Sud-Ubangi, c'est plus grand que la Belgique, par exemple. Et il ne faudrait pas que le sort de toute une province repose entre les mains de 5, 6, 7, 8, 10 personnes connaissant la mentalité et la situation socio-économique que traverse notre pays. Maintenant, pour revenir spécifiquement au cas du Sud-Ubangi, effectivement, nous avions toutes les assurances. Nous avions les mêmes assurances lorsque nous allions batailler contre le gouverneur Kimbuta. Nous avions les mêmes assurances lorsque ce poste était mis en jeu et que nous avions présenté M. Mboussa, à l'époque il était du MLC, pour gagner le poste de gouverneur contre M. Koyadialo, Feu Koyadialo, paix à son âme. Mais vous savez, en politique, il y a des profils. Et en politique, il y a des personnes, lorsqu'on est en suffrage indirect, qui ne sont pas très sincères. Donc, ce n'est pas le MLC qui roule l'opposition, mais ce sont les députés individuellement qui, à un certain moment, se dédisent de leur engagement politique et, entre guillemets, sous pression sociale, choisissent de faire des choses qui ne cadrent pas avec la ligne du parti. Donc, notamment, voter un candidat qui n'a pas été choisi par le parti. Cette question est une question qui est généralisée, qui n'est pas simplement une question du MLC. Et vous allez bien voir que pour cette élection, il y a eu des moyens colossaux. Ça veut dire que pendant que l'Assemblée nationale, les députés n'étaient pas payés, et ces gens-là n'étaient pas payés, ceux des assemblées provinciales, pendant plusieurs mois, mais M. Minaku est parti avec un avion, il a affrété un avion, on a même attendu qu'il arrive sur place. Donc il y a eu des moyens colossaux de la majorité pour venir à bout, non seulement au Sud-Ubangi, mais aussi de l'autre côté avec Mme Guéring, et ainsi de suite. Donc, j'aimerais que vous compreniez que nous sommes dans une situation dramatique où vous, les jeunes qui allez venir demain, qui allez nous remplacer, devriez avoir un peu plus de conscience. Des fois, le contexte... Vos députés provinciaux n'ont pas de conscience. Ceux qui l'ont fait ne l'ont pas. Je ne vais pas généraliser le cas parce que nous avions donné des consignes au Nord-Ubangi et ces consignes ont été suivies et il y a M. Simba qui a été élu. Mais malheureusement, ceux du Sud-Ubangi n'ont pas suivi ces consignes. Battu à plat de couture. Ils sont responsables de leur choix. Vous comprenez très bien que nous avions un candidat, ils ont choisi un autre candidat. Donc je ne suis pas là pour trouver des circonstances atténuantes, mais je suis là pour vous dire que c'est une problématique qui touche l'ensemble de la classe politique où vous avez des personnes qui ne respectent pas leur engagement pour X ou Y raisons et généralement des raisons financières qui sont prêts à vendre même ce pays pour autant que leur confort soit garanti. Et je ne pense pas que nous soyons responsables de la conscience des gens. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé à Kinshasa, c'est pareil. Nous avions une majorité au niveau de l'Assemblée provinciale. Nous avons perdu cette élection sur 2 voix. Et je ne vais pas entrer dans l'historique parce que ça serait un peu compliqué de vous expliquer comment ça se fait que des personnes qui avaient pris l'engagement de voter contre ont voté pour. Mais tirons les conséquences du mode électoral, du mode électoral que nous avons et réfléchissons ensemble pour que prochainement, tous nos gouverneurs soient élus au suffrage universel. Ça va éviter la pression sociale sur des petits groupes, des pressions financières et ça peut garantir un meilleur résultat. Alors, la deuxième question, c'est par rapport à l'article 70. Je pense que parmi vous, il y a des juristes, moi je ne le suis pas. D'après ce que j'ai lu de cet article, le président reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu. Lorsqu'on parle d'élu, c'est le passé composé, ça veut dire que c'est une action qui est déjà consommée et qui permet au président en place de rester parce qu'il y a un président qui a été élu. Cela se fait dans tous les pays du monde, en France, aux États-Unis. La date de l'élection et la date de prise de fonction, il y a toujours un écart qui permet la passation des dossiers. Donc, si aujourd'hui, la Cour constitutionnelle va désinterpréter la Constitution parce qu'elle n'a pas reçu mandat, ni elle n'a pas été créée pour changer la Constitution ou pour la modifier. Et il me semble que cet article est clair comme de l'eau de source. Si aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, les juges vont désinterpréter cet article, il sera de leur responsabilité, excusez-moi, mais je n'aimerais pas que vous posiez la question aux gens, notamment aux politiciens ou aux partis politiques, qu'est-ce que vous allez faire ? Parce que dès lors que vous-même vous posez cette question, ça veut dire que vous vous désolidarisez, vous faites comme si le pays appartient aux politiciens et que lorsqu'il y a une situation, il n'y a que les politiciens qui peuvent trouver la solution. Mais si vous regardez ce qui s'est passé dans d'autres pays, dès que la rue s'exprime, ce sont les politiciens qui fléchissent. Mais aujourd'hui, il y a une rupture, il y a une fracture sociale et à chaque fois qu'il y a un souci, vous entendez en Lingala des gens dire « Ah, bah, politicien, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque la Constitution est violée, mais c'est vous qu'on viole, c'est moi qu'on viole parce que la Constitution, c'est le serment, c'est le pacte social qui fait de nous des Congolais.
qui fait que moi, aujourd'hui, je suis dans ce pays, même sans carte d'identité, je peux prouver que je suis congolais. Donc dès lors qu'elle est violée, mais on vous viole. Et qu'est-ce que vous faites lorsqu'on vous viole ou lorsqu'on viole votre enfant? Mais vous devez réagir. Donc ce n'est pas une affaire strictement des politiciens, c'est une affaire nationale et il faudrait que chacun de nous, là où il est, engage des énergies pour faire respecter sa constitution. Alors, le troisième point, c'est sur M. Moïse Katumbi. Peut-être que moi-même, je vais voter M. Moïse Katumbi. Mais je parle du principe. Et j'aimerais que vous sachiez qu'aujourd'hui, vous avez 99% de chances que vous fassiez 1 an pour trouver un boulot après vos études. Mais moi, j'ai des personnes avec qui j'ai fini qui ne travaillent pas. J'ai fini quand? J'ai fini il y a 15 ans. Donc, le président de la République, le Premier ministre, ce ne sont pas des architectes. Nous ne les avons pas élus pour qu'ils nous construisent des routes simplement. Nous les avons élus pour qu'ils résolvent les problèmes des gens, notamment les problèmes de l'emploi, les problèmes des salaires, les problèmes de la santé, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez la RTNC, vous avez Télé 50 qui nous présente le chef de l'État en train de construire et d'inaugurer, alors qu'il n'est pas capable de construire un revenu suffisant dans la poche des gens. Alors qu'un policier est incapable aujourd'hui d'envoyer ses enfants à l'école après 10 ans de gestion du pouvoir. Donc ce que nous disons, c'est ceci. En ce qui me concerne, Jean-Pierre Bemba aussi avait des militaires. En ce qui me concerne, en ce qui concerne le MLC, il semble qu'eux aussi étaient en pâture. Hein. Je vais continuer et on va commenter la question. D'accord. En ce qui nous concerne, nous, le MLC, nous disons ceci. On ne doit pas cristalliser, on ne doit pas faire un focus sur la personne de Moïse Katumbi. Nous devons faire un focus sur le profil de la personne qui pourra effectivement nous sortir de cette situation. Et il faut effectivement qu'il y ait des outils intellectuels minimum, qu'il y ait une certaine forme de probité, qu'on voie un peu cette personne dans son parcours, dans son profil, ce qu'elle a fait, pour que nous adoptions finalement le choisir comme candidat, entre guillemets, unique. Mais puisque vous voulez que les élections soient dans le délai, est-ce que le fait d'avoir des candidats à gauche à droite, c'est pas faire pression à l'autre camp, c'est de présenter des candidats pour qu'on aille aux élections? Non, je ne pense pas, parce qu'en réalité, la pression n'est pas faite par la présentation des candidatures, la pression est faite par le débat politique au sein des différentes institutions, par le débat politique que j'ai avec les étudiants qui sera certainement relayé au niveau de la cité. Il y a plusieurs actions sociales, des actions de rue, des actions politiques que nous devons mener pour conduire cette majorité à respecter les délais. Je ne pense pas que présenter un candidat à une élection illusoire, une élection qui n'existe pas, est un moyen de pression, je ne le pense pas. Monsieur Jean-Jacques Mamba, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Etienne Tshisekedi, Matungulu, Martin Fayulu, qui selon vous a beaucoup de chances de gagner? Dans une élection présidentielle, oui. Dans les conditions actuelles, oui. En l'absence du président Jean-Pierre Bemba. Non, lui il est déjà absent parce qu'il est. Mais voilà pourquoi je vous le dis, en l'absence du président Jean-Pierre Bemba, je pense bien que M. Tshisekedi va gagner ces élections. Il n'est pas candidat. S'il est en mesure de faire cette campagne, il va gagner ces élections. Au cas où il n'est pas candidat. S'il n'est pas candidat, le meilleur gagnera. En fait, là, on vous parle des situations de fait. Je vous dis par exemple que M. Bemba, s'il sort aujourd'hui, il gagne l'élection. Je vous dis que M. Tshisekedi peut gagner une élection. Maintenant, pour le reste, voilà, ça sera le meilleur. Alors, et on le connaîtra sur le terrain. Je repose la question. Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Matungulu, Fayulu. Mais vous me demandez de pronostiquer. Sur les 4 là. C'est la population. Vous êtes acteur politique. Pourquoi je me suis positionné, qui selon vous a des chances de gagner? Pourquoi je me suis positionné sur le président Jean-Pierre Bemba, sur M. Tshisekedi, parce que ce sont des évidences. Mais pour moi, le reste, ça sera de la bataille politique et ça, c'est l'électeur qui va le déterminer. Le meilleur parmi eux gagnera l'élection. Si il trouve les moyens de se faire comprendre, il présente un projet de société qui est viable, calculable et acceptable par les gens, il gagnera s'il a les moyens de faire sa campagne. Jean-Pierre Bemba a-t-il bien géré ses militaires? De quelle période parlez-vous? De période de 1+4. Mais M. Bemba, pendant le 1+4, n'avait pas des militaires, il avait sa garde privée. Sa garde, oui. Je pense qu'il n'y a pas eu d'incident majeur. En avez-vous répertorié? Sa garde a été bien gérée, bien payée. Avez-vous répertorié un incident majeur? Avez-vous répertorié un incident majeur? On a appris des choses quand même pas très... vous avez appris des choses? Oui. Non, moi je ne vous parle pas des choses qu'on apprend, je vous parle des choses qu'on vérifie. Par exemple, quand je vous parle du salaire du fonctionnaire ou de la paye des policiers, on peut le vérifier facilement. Vous me parlez des choses que vous avez apprises. Le policier, le militaire, on le payait combien pendant les 1+4? À l'époque de Mouzé, avant même qu'il commence à produire, il avait 100 $. À l'époque de 1+4, où Jean-Pierre Bemba était vice-président en charge de l'économie. Oui. Il était payé combien le militaire? Un peu plus qu'aujourd'hui. En termes relatifs, c'est-à-dire que lorsque vous prenez la parité du pouvoir d'achat, ce que gagnait un policier pendant la période de 1+4... C'était combien? Je crois 110.
Vous croyez? Je n'ai pas les chiffres, hein, mais je peux avancer sur cette piste parce que je sais que ce salaire a oscillé entre 90 $ et 120 $ pour le moins payé. Merci. Autre question. Bonjour monsieur. Bonjour. Gino Casa du Vrai Journal. Vous venez de parler de la situation politique dont tout Congolais doit s'intéresser. Vous avez exclu l'hypothèse de renvoyer tout aux politiques. Mais moi je considère les partis politiques comme étant des canaux par lesquels le peuple peut réagir. Alors, nous arrivons le 19 décembre. Il n'y a pas élection. Qu'est-ce que le MLC prévoit en tant que parti politique? Je ne parle pas de la dynamique, je parle du MLC. Qu'est-ce que le MLC prévoit faire comme démarche pour faire respecter la Constitution, au cas où il n'y aurait pas élection? Merci. J'aimerais un peu savoir qu'est-ce qui justifie la crise au sein du MLC depuis, n'est-ce pas, que nous avons vu. Depuis 2006, donc, on a vu des personnalités telles que les François Mwamba, les Olivier Kamitatu, les Yves Kisombe et les autres, n'est-ce pas, qui viennent de sortir il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qui justifie? Est-ce que par le simple fait qu'il manque de volonté de servir le pays, ou c'est parce que le parti est en crise, ou le leader n'est pas sur place? C'est ça qui justifie en fait la sortie inopinée de toutes ces personnalités-là. Et le deuxième volet de la question, j'aimerais savoir aussi quelle est la position du MLC face à une candidature par exemple commune de l'opposition, et quelle est la personne que le MLC soutiendra aux élections, parce que vous avez dit que nous bataillons, mais tout en bataillant, vous devez savoir que vous devez aussi soutenir une personne. Merci. Vous avez parlé de l'article 70, qui est très clair, que tout le monde peut interpréter en cas de vacances, où l'article lui-même s'est déduit pour le mandat présidentiel et tout le reste. Alors cet article est trop clair parce que ça renvoie à l'article 54 de la loi constitutionnelle de la Constitution du 1er août 1964, la Constitution dite de Lalabour, qui disait que le président, en cas de vacances de la présidence de la République, pour le cas de décès, pour le cas de démission, il devait être saisi la Cour constitutionnelle et le président lui-même pouvait se prévaloir de la saisine de la Cour constitutionnelle pour se déclarer incompétent de la démission. Et cet article, elle est très claire. Aujourd'hui, on est en phase de la saisine de la Cour constitutionnelle et que la Cour constitutionnelle déclare que l'article est valide et que le président doit vaquer. Alors le président va vaquer et que le président du Sénat va prendre la place. Parce que nous savons même aux États-Unis, lorsqu'on a voté Obama, il est passé le 6 novembre 2008 à la présidence. Il aurait fallu un temps jusqu'en janvier 2009 pour qu'il y ait une passation civilisée. Et que même l'intérêt suprême a dépassé. Le président sortant a remis les documents officiels de la CIA et des informations au président Obama pour qu'enfin il puisse se saisir de documentation de l'Amérique. Donc on voit l'intérêt supérieur qui régit la nation. Aujourd'hui, pourquoi je parle de ça? Je vous poserai une question. Et que la Constitution, la Cour constitutionnelle valide. Le MLC n'a produit que des prostituées politiques. Aujourd'hui, ils étaient à l'opposition et ils sont à la majorité. Et c'est une honte d'ailleurs pour la République d'avoir des gens qui sont aujourd'hui dans les affaires et qui se réclament de l'opposition. C'est absurde un peu. Alors, dites-moi, le MLC déjà au sein, il n'a pas organisé des élections. Le président est incompétent parce qu'il est emprisonné. Vous avez des gens très intelligents comme le professeur Jean-Jacques Njoli, comme Ramazan Ibaya. Vous avez beaucoup de gens à l'MLC. Pourquoi n'organisez-vous pas des élections au sein de la MLC avant d'abord de juger les autres? Par cette incapacité notoire de gérer les élections, comment vous pourrez vous prévaloir des questions fondamentales des élections? Peut-être que j'étais en train d'expliquer qu'il faudrait que la population dans son ensemble, du moins les personnes qui sont majeures, les étudiants, les jeunes, s'approprient de la question de la Constitution. Nous avons un ministère de l'Information qui, avec à sa tête M. Mende, qui perd son temps à critiquer les opposants, à répondre beaucoup sur quoi la communauté internationale, mais qui n'est jamais allé dans un exercice de vulgarisation de la Constitution pour que les gens comprennent l'intérêt de la défense. Donc ça, c'est pas son boulot. Qui défend le pays face au néocolonialisme. Maintenant, ce que j'aimerais vous faire remarquer, c'est ceci. Lorsque je vous parle de la population, même lorsque vous allez aux États-Unis ou lorsque vous allez en France, quand vous prenez la liste des adhérents des partis, vous allez constater que ça ne fait même pas 15% de la population. Ça veut dire que toutes les manifestations de rue que vous voyez, ce ne sont pas les militants des partis.
les gens que vous voyez dans les rues, ce sont des populations normales qui à un certain moment s'intéressent à la chose politique et lorsqu'il y a un problème, se solidarisent parce qu'elles savent que, in fine, elles seront touchées par la mesure qui est prise. Je vous donne un bête exemple. Vous allez voir par exemple dans des pays développés, on décide d'augmenter le prix du pain à cause des coûts de la farine de 50 centimes. Lorsqu'il y aura une marche qui sera organisée, vous allez voir que dans cette marche, il y aura même des DG d'entreprises qui vont marcher simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord. En réalité, ces DG ne connaissent même pas le prix du pain et ce n'est même pas eux qui achètent le pain. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils savent pertinemment bien que lorsqu'on augmente de 50 centimes, il y aura des répercussions parce que les ouvriers vont demander une indexation salariale et c'est eux qui vont payer cette indexation. Parce que dès lors que le panier de la ménagère bouge, les grands patrons sont obligés d'indexer les salaires et donc ils devront avoir une masse salariale beaucoup plus grande. Et par devoir de solidarité, ces personnes-là elles marchent. Mais qu'est-ce que nous constatons dans ce pays? Même lorsque l'opposition appelle à une marche, vous avez l'impression que les gens considèrent qu'il y a deux pays. Il y a un pays où les problèmes doivent être résolus par les politiciens et il y a un autre pays où la population doit subir comme si ce pays était privatisé. Ça veut dire que lorsque vous vous réveillez le matin, alors qu'au Gabon, un enfant de la 6e primaire reçoit une bourse de 50 $, que vous faites tout votre cursus, de l'école primaire jusqu'à l'université et que vous n'avez pas de bourse, et que vous étudiez dans des conditions médiocres où vous devez acheter des syllabus et des fois des syllabus obsolètes, mais que vous vous taisez, n'allez pas accuser les politiciens, parce que vous êtes vous-même consommateur de l'inégalité que vous subissez et vous l'acceptez telle qu'elle. Donc en ce moment-là, si moi j'organise une marche et que je dis je vais sur le boulevard du 30 juin parce qu'on doit marcher pour avoir des bourses, il est très probable que je n'ai même pas 10 étudiants qui me suivent. Donc en ce moment-là, nous sommes tous des co-auteurs de la mégestion qu'il y a dans notre pays parce que nous acceptons et nous vivons comme ça. Donc ce que je suis en train de dire ici, c'est quoi? C'est que pour que ce pays fonctionne, il faut que tous ceux qui atteignent la majorité se prennent en charge. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin. Pendant que dans d'autres pays, les gens ne se posent pas la question de savoir ce que je vais manger le matin, toi tu te poses la question de savoir le matin comment je vais faire pour manger, je n'ai pas de transport. Et même quand il y a le transport, tu dois courir et tu dois te battre pour l'avoir. Donc, si vous ne vous insurgez pas par rapport à ces questions-là, il n'y a personne qui va le faire à votre place. Donc, comprenons-nous bien, s'il y a un problème avec la désinterprétation de cet article 70, j'attendrai de vous, de moi et de tout le monde, des réactions pour pousser le politique à revenir sur le droit chemin. Alors, la deuxième question, c'est la crise par rapport au sein du MLC. On justifie le leader et ainsi de suite. Moi, je vous comprends et je peux aussi bien comprendre votre frustration. Mais moi, j'ai eu le privilège, et je pense que vous aussi, d'avoir connu 3 présidents, M. Mobutu, M. Tshisekedi, excusez-moi, M. Mobutu, M. Kabila père, M. Kabila fils. Si vous regardez bien l'histoire de notre pays, en 1980, lorsque M. Tshisekedi a commencé son combat, tous ceux qui l'ont entouré sont partis. Tous ceux qui étaient avec lui, les 13 parlementaires, vous aviez des Birindo et ainsi de suite, toutes ces personnes-là sont parties. Elles sont rentrées chez Mobutu, Lengonz, Carlibond et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Que nous sommes dans un pays de triste histoire. Ces faits-là ne devraient pas vous étonner. Que M. Mwamba soit parti, par ailleurs que je respecte beaucoup, que M. Kamitatou soit parti, que M. Kambinga soit parti, que M. Louaka... Ça ne devrait pas vous étonner et ça n'en arrive pas qu'au MLC. Aujourd'hui, je vous le dis que si M. Kabila n'est plus président de la République, la majorité va se vider. Parce que nous sommes chaque fois dans des oppositions situationnelles. Ça veut dire que vous êtes opposant malgré vous. Mais en réalité, vous n'êtes pas opposant parce que vous voulez que les choses changent, mais vous êtes opposant parce que vous aimeriez bien être à la place de l'autre. Et lorsque cette occasion vous est offerte, vous n'hésitez pas. C'est le cas pour vous. Donc nous devons continuer à batailler pour que nous ayons des oppositions systémiques. Les oppositions systémiques sont basées sur une idéologie, sur un programme de société. C'est-à-dire que nous venons vers vous pour dire, écoutez, ce pays est mal géré, il n'y a pas de route, il y a telle chose qui est mal faite. Voilà ce que nous proposons, nous allons aux élections et nous gagnons et nous appliquons. Mais dès lors que nous continuons avec des oppositions factuelles et des oppositions situationnelles, cette question-là va continuer à se poser avec acuité et il vous appartient à vous, lorsque vous élisez vos députés, ainsi de suite, de bien faire le tri. Mais qu'est-ce que nous constatons? Il y a une corrélation entre ceux qui ont le plus d'argent, même si, entre guillemets, ils ne valent pas la fonction, parce qu'en réalité, au Parlement, il n'y a que 10 députés qui parlent. Mais s'il est riche, il gagne une élection parce qu'il peut acheter des voix. Qui est responsable dans ce cas-là? Mais c'est vous et nous. Donc j'aimerais ici qu'on arrête de singulariser les situations qui se passent dans les partis politiques. Aujourd'hui, à l'ARC de M. Kamita, tout ça s'est dédoublé. Le MLC, vous avez le MLCL. Mais vous allez trouver des gens qui y sont pour des raisons diverses.
Ce que nous devons faire pour l'avenir, ce que nous devons faire pour demain, c'est de prendre la mesure de cette fatalité qui fait du Congolais une personne non respectable, qui fait du politicien congolais une personne sans valeur, qui va en politique parce qu'elle a besoin d'argent, qui va en politique parce que bon, c'est le seul métier qui paye, et d'ailleurs ça peut se justifier, et je vous le dis, dès lors que vous n'avez pas une société qui est juste, qu'il n'y a pas de ratios sociaux, ça veut dire que vous avez un député qui gagne 500 fois ce que gagne un huissier, le pays ne sera pas juste. Pour une élection de députés nationaux, vous aurez 20 000 candidats. Parce que tout le monde pense que pour bien gagner sa vie, il faut être député, mais je vous informe que dans des pays comme la France, des pays comme la Belgique, un plombier ou un électricien qualifié gagne sa vie. Donc à une élection, ce n'est pas tout le monde qui y va. Les gens y vont parce qu'ils ont réellement des projets à défendre et non parce qu'ils ont besoin d'argent pour vivre. Donc vous devez batailler pour toutes ces choses le jour que vous allez entamer une carrière politique pour que nous changions l'image de notre pays, que nous créions des ratios et de la justice sociale pour que la fonction soit une fonction noble. Pas une fonction dans laquelle vous êtes député, vous êtes chez vous à la maison, quelqu'un vient vous dire « Papa Koufaki, ma maman est malade, député on n'a pas mangé ». Et vous voyez à la télévision des gens qui font des actions pour aller construire des ponts, ainsi de suite, parce que nous ne comprenons pas. Donc, nous avons une responsabilité commune et j'espère bien que vous comprenez que ce qui se passe au MLC ou qui se passe dans d'autres partis s'inscrit dans le cadre de la fatalité et dans le cadre du fait que nous réfléchissons par le bas et c'est une généralité dans notre pays. Troisième chose, je vois, on parle du fait qu'il n'y a pas des élections et ainsi de suite. Nous avons un congrès et nous avons des statuts. Et je pense que le chemin de la démocratie est long. C'est vrai que nous devons prêcher par l'exemple. Et nous avons eu un congrès en 2011. Le président n'était pas encore condamné. Et donc ce congrès-là, de manière très spontanée, les gens sont venus des provinces et tout ça, ont estimé que M. Bemba avait toutes ses chances et qu'il devait être candidat. Nous n'avons pas encore eu notre congrès et nous continuons à estimer que si nous devrions avoir un candidat dans l'état actuel des choses, si M. Bemba était dehors, il serait candidat. Mais cela ne fait pas de nous un parti moins démocratique parce que chez nous, le débat existe. Pourquoi les gens partent? Les gens partent parce qu'à un certain moment, lors du débat, ils se sentent minorisés, ils se disent « Bon, écoutez, je ne vais pas continuer dans ce parti parce que je veux telle et telle autre chose » alors que le parti ne veut pas suivre cette ligne. Donc, sur le chemin de la démocratie, tous les partis doivent aller, y compris le MLC. Mais je vous informe que nous avons des structures et qu'au moment opportun, lorsqu'il y aura le congrès, des options seront levées. Il ne m'appartient pas ici de dévancer les options à lever, mais notre souhait est que notre président national sorte. Et s'il sort, soyez-en sûrs, il sera notre candidat. Au cas où il ne sortait pas, au cas où il ne sortait pas, ce qui est visiblement probable. Ce n'est pas très probable parce que pour votre information, dans la jurisprudence, les faits qui sont allégués, c'est généralement, en termes de responsabilité, ça va de 10 à 12 ans. Et vous savez que lorsque vous faites 3/4 de votre peine, la probabilité de sortir est très grande. Surtout avec la tenue de M. Bemba. Ça veut dire sa tenue en prison. Cela veut dire que si aujourd'hui il est condamné... Les Congolais ont beaucoup attendu au mois de mars. Beaucoup croyaient à la sortie de Bemba. Et nous continuons à croire. Et c'était je vais vous dire, je suis journaliste quand même, patriote, je veux dire, c'était une grande déception de beaucoup de Congolais d'avoir entendu ça. C'était un coup dur pour les Congolais. C'est une évidence. Mais il faudrait être réaliste. Bemba n'est pas là. Vous choisirez qui? Sinon, vous risquez d'être scindé comme la dynamique maintenant. J'aimerais qu'on se comprenne. Il y aura elle, Monsieur Bemba, Monsieur Bemba, le président national, n'est pas là depuis 8 ans. Vous savez ce que ça veut dire le réalisme? C'est de continuer à batailler alors qu'il n'est pas là. C'est de continuer à porter haut les idéaux du parti alors qu'il n'est pas là. Son absence ne nous a pas empêchés de fonctionner. Son absence ne nous a pas empêchés d'aller en 2011 et de talonner l'UDPS. Politiquement, soutenir un autre candidat, ça vous fragiliserait? Je ne suis pas de cet avis que ça va nous fragiliser, mais il faut que ce soit un bon candidat. C'est-à-dire que si l'option est levée au niveau du parti, en ce qui me concerne, un candidat qui n'a pas les outils intellectuels nécessaires, individuellement, je ne vais pas le voter. Faites allusion à qui quand vous parlez d'outils intellectuels? Non, je parle du profil. On est en train de parler de profil. Moi, personnellement, même si le parti prend l'option de soutenir un candidat et que je constate que ce candidat ne remplit pas les critères que j'estime être prépondérants ou nécessaires pour l'élection, pour la prochaine législature, je ne vais pas soutenir ce candidat. Nous sommes en train de partir à la scission du MLC. Non, c'est un parti trop solide. C'est-à-dire que non, le président, il y aura une division. Je vais vous dire quelque chose. Connaissez-vous un parti en République démocratique du Congo que vous pouvez mettre dans les conditions du MLC et qui peut continuer à survivre comme nous le faisons? Je ne pense pas. Il n'y en a aucun. D'ailleurs, il y a plusieurs exemples.
Et attendons voir, prenons le PRP de M. Kabila, quand il est arrivé, le feu Kabila Mouzé. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Rien du tout. Donc comme je vous le dis, M. Bemba n'est pas avec nous, mais nous continuons à batailler parce que nous sommes dans une opposition systémique et nous avons un idéal à défendre. Et après M. Bemba, après M. Jean-Jacques Mamba, après Mme F. Bazaïba, après M. Babala, le MLC va continuer. Parce que c'est une institution. Et j'espère que parmi les gens qui sont là, il y en a qui vont adhérer au parti et qui vont continuer à la faire après nous. Donc c'est une institution et on va continuer. Merci. Dernier tour de questions. Y a-t-il encore des questions? Monsieur Jean-Jacques, la CENI, par l'emprise de son président Corneille Nangaa, il déclare souvent que la CENI est dans l'impossibilité d'organiser les élections dans les délais et qu'il faut à la CENI au moins 18 mois. Là, ça ne concerne que le fichier électoral. Le président de la République et la majorité ont proposé les dialogues. Vous, au MLC, que proposez-vous au juste pour pallier à cette situation? Parce que comme vous avez même accepté que même l'OIF a reconnu que notre fichier électoral est entaché d'irrégularité. Que propose le MLC aujourd'hui au peuple congolais? Merci. La question est celle-ci, monsieur. En vous attendant parler, vous avez insisté sur les critères de la personne pour diriger le pays. Alors ma question est celle-ci. Quel est le profil et les critères selon vous quand un candidat peut avoir pour diriger notre pays? Alors on va dire les choses clairement. La première des choses que nous voulons, c'est dissocier le processus électoral du fait du mandat du chef de l'État. C'est deux choses qui sont différentes. Pourquoi nous voulons séparer ces choses? Parce qu'en réalité, la CENI se retrouve en difficulté de par l'incapacité du chef de l'État et du gouvernement de remplir des obligations constitutionnelles. L'article 76 de la Constitution nous dit ceci, que le chef de l'État a l'obligation d'organiser l'État, de veiller au bon fonctionnement des institutions. Le chef de l'État a failli à cette mission alors qu'il avait prêté serment. Donc, comme il a failli à cette mission, il ne peut pas être le problème et la solution. Et nous disons, séparons d'abord son mandat des problèmes de la CENI, parce qu'en réalité, son mandat finit en décembre 2016 et ça s'arrête là. Il est l'auteur de tout ce qui est arrivé et nous disons, on doit séparer ces problèmes. Ça s'arrête pas là. Il reste maintenant, là jusqu'à l'élection de... Non, jusqu'à l'installation. Et donc, l'installation du président. Voilà, donc il faut qu'il y ait un président. Maintenant, par rapport à la CENI, rappelez-vous de l'ONIP. En 2014, M. Louma nous a dit et M. Mende sont montés au créneau pour expliquer qu'ils avaient les 460 millions pour réaliser ce travail. Parce que c'était une prise de finition de telle sorte qu'on puisse conditionner l'organisation des élections par un recensement. Bizarrement, l'État avait cet argent. Donc si on avait accepté, l'État allait sortir 460 millions. Et comme vous les jeunes, vous avez refusé, cet argent n'est jamais sorti et l'ONIP n'existe plus. D'ailleurs, les gens sont rentrés dans les assemblées, c'est un truc qui ne marche plus. Après cette histoire de l'ONIP, aujourd'hui on a le dialogue. Mais comme je vous le dis, et je ne fais pas cesser de le dire, depuis la date à laquelle les consultations ont commencé, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on aurait déjà fini l'enrôlement des nouveaux majeurs. C'est un problème de volonté. Alors, c'est à vous que je pose la question de savoir. M. Kabila a prêté serment, le chef de l'État, disant qu'il va respecter la Constitution. Il ne l'a pas fait. Qu'est-ce que vous faites parce qu'il a été élu au suffrage universel? Ne posez plus la question politicien. Demandez-vous à vous le matin, et M. Kabila, moi je ne l'ai pas élu pour les routes, je ne l'ai pas élu pour l'immeuble intelligent, je l'ai élu pour avoir une bourse, je l'ai élu pour que mon père ait du travail. Ça fait 10 ans qu'il n'y a rien de tout ça. Maintenant il est à la fin de son mandat, il ne veut pas partir, qu'est-ce que je fais? Le jour où vous aurez la réponse à cette question, je vous donnerai mon numéro, vous m'appelez, vous me dites. Vous leur proposez quoi? Mais si vous n'avez pas de réponse à cette question, alors vous leur proposez ne pensez pas que les politiciens ont meilleure réponse que vous. Parce que nous ne faisons plus de l'opposition armée. L'article 64 est clair. Toute personne qui va exercer le pouvoir en violation de la présence, c'est-à-dire de la Constitution, nous devons nous mettre sur son chemin. Nous devons pacifiquement manifester notre mécontentement. Et là, on n'aura pas besoin de Jean-Jacques Mamba, on aura besoin de vous et de tout le monde. Mais si vous ne venez pas, cette personne va exercer ce pouvoir en violation de la Constitution tranquillement. D'accord. Le profil en 1 minute. Mais écoutez, vous savez, nous avons eu 3 autodidactes qui ont par ailleurs fait des choses. Mais si je dois citer les phrases, des phrases magiques, ils ont eu presque tous le même schéma. Nous avons eu des éléphants blancs, nous avons eu des 5 chantiers. Vous parlez des 3 autodidactes, faites allusion à qui? M. Mobutu, c'était un autodidacte, le feu maréchal. Oui. Il nous a donné l'unité nationale, nous le remercions. Il a fait des grandes choses, mais c'était un autodidacte. Oui. M. Kabila, le père, c'était un autodidacte. Oui. Et M. Joseph Kabila est un autodidacte. Et Kassavubu?
Je ne l'ai pas connu. Je parlais des présidents que j'ai connus. J'ai dit que j'en ai connu 3. Je n'ai pas connu Kassabou où je n'étais pas encore né. Donc je parle de ma génération qui est sacrifiée sur l'autel de l'insuffisance des autodidactes. Donc je vous dis ceci. Nous avons eu 3 autodidactes. Qu'est-ce que nous avons eu? D'abord des éléphants blancs. L'argent de l'État était dilapidé dans le CCIZ et ainsi de suite. Et ça nous a amené vers des dettes vers le FMI. De telle sorte que l'héritage qu'on nous a laissé, c'était un héritage de dettes. Après, qu'est-ce que nous avons vécu? M. Kabila n'a pas duré, mais prenons M. Joseph. 5 chantiers, révolution de la maternité. Le président Joseph Kabila. Monsieur Joseph Kabila, le président de la République. Président Joseph Kabila. Le président de la République. Le Raïs. Le Raïs, voilà. Sissabi Dimbu. Okay. Nous avons eu un architecte qui, pendant la campagne, nous a montré des gares, nous a montré je ne sais quoi, des immeubles par-ci, par-là, comme si les gens mangeaient les immeubles. Vous n'allez jamais voir dans un pays normal un président de la République qui passe parler de son bilan, qu'il parle des immeubles construits ou des ponts. Le président est là pour construire un revenu dans la poche des citoyens, pour permettre aux citoyens d'aller en vacances, d'avoir de l'épargne, de vivre et de se soigner. Le président n'est pas un architecte. Donc en 2011, il y avait les 5 chantiers, après révolution de la modernité, et puis il n'y a rien qui s'est fait. Les gens sont impayés, on nous parle de bancarisation, on n'en parle plus. Je vais vous donner 3 choses et on va terminer par là. Je vais vous donner 3 exemples. Et j'espère que le ministre de l'Industrie va me suivre, parce qu'il nous a demandé de consommer congolais. Nous avons une situation catastrophique au niveau de la silo. La silo, exactement. Le four est fermé. Vous savez pourquoi? Parce que le ministère de l'économie n'a pas régulé l'entrée du ciment importé par le groupe Taverne au niveau de Loufou. Ce ciment se vend à 4,5 alors que les coûts structurels de fabrication de ciment localement portent le ciment à 9,6 en local. Où est le ministre de l'Industrie? Il y a 150 personnes qui vont être licenciées. Prenons le cas de la LAC. LAC, les lignes aériennes. Lignes aériennes congolaises. La LAC a un patrimoine qui est très important en termes d'immobilisation. Mais le gouvernement accepte de mettre des gens au chômage, d'aller être locataire chez un Libanais, parce que l'immeuble là c'est l'immeuble d'un Libanais, de payer plus ou moins 20 000 $ de loyer, refuser de payer les arriérés. Et je vous dis bien qu'ils ont accepté de renoncer à 85% des arriérés de plus de 10 ans. C'est-à-dire un agent vous dit, on ne m'a pas payé pendant 10 ans, mais pour l'intérêt de cette société, j'accepte que vous annuliez cette dette de 85%. Le gouvernement a fermé les yeux à tout ça pour créer Congo Airways. Il y a un 3e cas, nous avons la SINAT. Nous avons la Midema, aujourd'hui qui est frappée par une taxe provinciale de 7 millions $, qui menace de fermer, alors qu'en réalité c'est la DGRK. Où vont ces 7 millions? Qu'est-ce qui est fait dans cette ville qui mérite qu'une société qui engage des gens ferme parce qu'elle n'a pas payé? Rien du tout. Regardez en face de la commune de Kalamou. Elle est même incapable de faire des actions, de reloger des personnes. Mais on va fermer une compagnie comme la Midema parce qu'il y a une taxe de 7 millions qui n'est pas payée. Donc la SINAT, avec un four qui est beaucoup plus récent que celui de la Silou, n'a pas été refinancé. Dites-moi, qu'est-ce que ce gouvernement a fait? On ne va pas faire des photos des immeubles. Il faut donner de l'emploi aux gens. Il faut donner de l'avenir à ces personnes. Un message à la nation. Donc, oui, je vais épiloguer par là. Nous sommes conscients de ce qui a été fait dans ce pays pendant les 10 dernières années. Nous remercions M. Kabila, le chef de l'État, pour ce qu'il a pu faire. Mais nous disons que dans ce pays, y compris dans la majorité, on peut encore mieux faire. Il faut que la majorité donne la chance de l'alternance, que nous allions aux élections et que chaque Congolais se définisse par rapport à un profil bien déterminé, de telle sorte que ce pays a de la fin. Merci beaucoup, sous vos applaudissements bien sûr. Monsieur Jean-Jacques Mamba d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Très gentil de votre part. Ensemble, le porte-parole du MLC. Ça, il semble que c'est un don quand on est porte-parole du MLC. Ça crache un peu facilement. Félicitations parce que bon, l'expression il est facile. On espère que demain, on n'allait pas récidiver comme les autres. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de la sympathique attention que vous nous avez accordée. Vous nous suivez à Kinshasa, capitale de la RDC. Suivez-nous sur internet, petertianirdc.tv. Nous nous retrouvons très prochainement. Nous disons toujours que pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous et aux jeunes. Moi, inclus dans le lot, si tu n'as pas une cause pour laquelle tu es prêt à mourir, ça veut dire que ta vie n'a aucun sens, a dit Martin Luther King. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.